Bonjour à toutes et bonjour à tous, tous mes voeux, et bienvenue pour cette réunion au cours de laquelle nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à une question qui est simple en apparence, mais très importante et pas facile. Les évaluations des politiques publiques ont-elles un impact? Notre réunion est organisée en 3 temps. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, fera part de son expérience et de son point de vue sur cette question. Elle répond pour lui à un intérêt de longue date qui nous avait conduit à faire connaissance, puisque en tant que député, il a joué un rôle majeur dans la montée en régime de l'intérêt porté par l'Assemblée nationale aux questions d'évaluation. C'était vraiment innovant et méthodologiquement très souhaitable et politiquement évidemment extrêmement important. Dans un deuxième temps, Adam Baïs présentera les résultats de travaux très originaux qu'il a menés quand il était chez France Stratégie et dont il continue d'être l'aspirateur dans ses fonctions actuelles à la Cour des comptes pour objectiver et quantifier, autant que faire se peut, cette question de l'impact. Et puis, dans un troisième temps, nous passerons à une table ronde qui sera animée par Emmanuel Cuny, au cours de laquelle nous aurons la possibilité d'entendre Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, dont vous savez qu'il a fait du développement des évaluations de politique publique un axe majeur de sa mission et de son action à la tête de la Cour. Puis nous entendrons Isabelle Duchef de la Ville, qui est la présidente de la Société française d'évaluation et qui œuvre notamment à la diffusion des pratiques d'évaluation dans tous les territoires. Et puis, nous accueillerons également Amélie Verdier, qui, en tant que directrice générale de l'ARS Île-de-France et ancienne directrice du budget, a eu de multiples occasions de faire usage et de souhaiter qu'il y ait des évaluations des politiques publiques et dont ça a été également un axe majeur de l'action. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le commissaire général, cher Gilles. Bonjour à toutes et tous. La réponse est oui. Les évaluations de politique publique ont un impact. Je vous remercie pour votre attention. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à l'invitation de France Stratégie, qui est une très belle institution qui a trouvé, me semble-t-il, dans le débat public une place très importante et très utile. Je peux attester, après avoir été pendant 5 ans député et aujourd'hui comme membre du gouvernement, que l'évaluation des politiques publiques a un impact sur les décisions qui sont prises de politique publique lorsqu'elles sont conçues. Je pense tout particulièrement aux politiques publiques qui ont été mises en œuvre face à des événements qui survenaient d'une ampleur telle qu'on n'en avait jamais réellement connue. Je pense à la crise de la Covid et je pense à la crise plus récente de l'énergie. C'est sur le fondement de travaux d'évaluation réalisés par des universitaires notamment qu'un certain nombre de dispositifs, les prêts garantis par l'État par exemple, ont été conçus. Et contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire parfois, il n'y a pas d'incompatibilité entre le temps de l'évaluation et le temps politique. J'entends beaucoup et souvent cette critique des deux côtés du monde de la décision politique, du côté de ceux qui la prennent et de ceux qui l'inspirent, mais je m'inscris en faux. Et je considère que les travaux qui sont menés peuvent, le moment venu, lorsque les circonstances le commandent, inspirer la décision politique. Ceci étant dit, et les travaux qu'avait menés Adam Baïs pour France Stratégie l'avaient démontré, la France n'est pas très en avance en matière d'évaluation des politiques publiques et la France s'en est aperçue il y a quelques années. Et ce que je me suis dit que je vous livrerai comme témoignage aujourd'hui, c'est ce que je considère comme étant les progrès principaux que notre pays a réalisés ces dernières années dans ce domaine. Dans l'évaluation des politiques publiques qui est réalisée
au niveau du gouvernement et au niveau du Parlement. Et je structurerai mon propos en 3 étapes. L'évaluation ex ante, en amont de la décision, l'évaluation ex post, en aval de la décision, et l'évaluation in itinéré, c'est-à-dire entre le moment où la décision est prise et le moment où elle est concrètement appliquée et au moment où nos concitoyens peuvent en percevoir les effets. Je commencerai donc par l'évaluation ex ante pour dire tout de go que dans les classements internationaux qui sont réalisés par exemple par le FMI, la France ne s'illustre pas par, je dirais, l'ampleur de ce qu'on appelle les institutions financières indépendantes dans le jargon du FMI, que sont ces institutions qui habituellement sont placées entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, parfois à équidistance, parfois un peu plus proche de l'exécutif, parfois un peu plus proche du pouvoir législatif. Dans la mesure où il existe des capacités d'évaluation des politiques publiques ex ante, il en existe, elles sont placées auprès du gouvernement, elles sont de grande qualité. Il en existe, je dirais, de manière parallèle à la Cour des comptes avec le Haut Conseil aux finances publiques. C'est d'ailleurs le Haut Conseil aux finances publiques qui est retenu dans les classements du FMI sur les institutions financières indépendantes, mais le Haut Conseil aux finances publiques a dans son périmètre des missions qui sont relativement limitées par rapport à des institutions comparables dans d'autres pays. Partant de ce point de départ, un certain nombre de progrès ont été réalisés sous le quinquennat précédent. Et je voudrais en citer 2 en particulier. Le premier se situe dans le champ gouvernemental. C'est la réalisation d'un budget vert, c'est-à-dire la création d'un nouveau document d'évaluation budgétaire ex ante qui permet donc au Parlement de voter le budget de l'État avec une information complémentaire sur le contenu et l'impact du budget. Et ce budget vert, qui est un travail assez remarquable réalisé par les services de Bercy, classifie les dépenses du budget que le gouvernement ou du projet de loi de finances que le gouvernement présente devant le Parlement en fonction de leur impact sur l'environnement, ce qui permet de mesurer d'une année sur l'autre si les recettes favorables ou défavorables à l'environnement progressent, si les dépenses favorables ou défavorables à l'environnement progressent. Et ça, c'est un élément évidemment très utile et très précieux pour éclairer la décision du Parlement au moment où il s'apprête à voter le projet de loi de finances. Et je souhaite d'ailleurs que cet exercice puisse être pérennisé, enrichi, car il est compliqué, l'ancienne directrice du budget le sait mieux que quiconque, de classifier toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État comme étant favorables ou défavorables à l'environnement. Il y a évidemment des difficultés à réaliser cette classification pour certaines recettes et certaines dépenses. Je souhaite que ce travail se poursuive et je souhaite d'ailleurs que d'autres d'autres membres ou en tout cas que d'autres organisations de la puissance publique puissent s'en inspirer. Je pense en particulier aux établissements publics ou aux collectivités locales qui pourraient s'approprier ce bel outil d'aide, si l'on peut dire, à la décision. L'autre exemple que je voulais citer sur les progrès réalisés par notre pays en matière d'évaluation ex ante, c'est un progrès qui est dans le champ parlementaire, avec le recrutement à l'Assemblée nationale d'une petite équipe de data scientists qui, après avoir interrogé les députés sur le type d'outils qui pourrait leur être utile au moment de la discussion et du vote du projet de loi de finances, a conçu une application, comme l'on dit de nos jours, un site internet qui permet aux députés d'estimer les effets de leurs amendements sur le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale en termes d'impact sur des cas types, des cas de ménage, des cas de collectivité, mais aussi sur les finances publiques, ainsi que sur la distribution des revenus. C'est un outil évidemment très précieux dont les parlementaires se saisissent progressivement
et qui va leur permettre de chiffrer très concrètement l'impact de leurs amendements, là où jusqu'alors, ces amendements n'étaient chiffrés que de manière très approximative. Par ailleurs, comme vous le savez, les parlementaires ne peuvent diminuer les impôts ou augmenter les dépenses sans gager ces pertes de recettes ou ces dépenses nouvelles. L'outil en question, qui est disponible pour partie à l'ensemble des citoyens à l'adresse leximpact.an.fr, permet justement, en modulant différents impôts, de faire une proposition non seulement chiffrée pour un amendement, mais également équilibrée, puisque vous pouvez compenser la hausse d'un impôt par la baisse d'un autre et vérifier que l'un et l'autre se compensent exactement. Des progrès donc dont je souhaite qu'ils puissent évidemment se poursuivre. J'en viens maintenant à l'évaluation ex post, c'est-à-dire l'évaluation après que la décision a été prise, quelques années après, pour laisser évidemment un champ suffisant pour les chercheurs de réaliser ces évaluations. Là aussi, me semble-t-il, des progrès importants à la fois dans le champ gouvernemental et dans le champ parlementaire. Je commencerai par le champ gouvernemental une nouvelle fois en constatant que sous le quinquennat précédent, le gouvernement a sollicité à plusieurs reprises, de son propre fait, même si je pense que le Parlement l'aurait invité à le faire quoi qu'il arrive, des évaluations qui ont d'ailleurs été confiées à France Stratégie sur certaines des réformes les plus structurantes qu'il entendait mettre en œuvre. Je pense en particulier à la fiscalité du capital, avec un gros travail d'évaluation des mesures fiscales qui ont été prises en 2017 et confiées à France Stratégie. Je pense aux ordonnances travail qui sont arrivées juste après, les ordonnances Pénicaud, qui elles aussi ont été confiées pour leur évaluation à France Stratégie. Et puis je pourrais citer, puisque c'est l'exemple du jour qui a fait la une des quotidiens aujourd'hui, l'évaluation du plan France Très Haut Débit qui a été commandé par le gouvernement en 2019 et qui a été livré hier et qui d'ailleurs démontre, et c'est suffisamment rare pour être mentionné, que ce plan dont nous fêtons la 10e année, le 10e anniversaire cette année, a produit les effets escomptés sans provoquer de dérapage des coûts. Et c'est évidemment une grande satisfaction. Je le dis parce qu'évidemment, les évaluations ne font pas toujours plaisir à celles et ceux qui ont été les concepteurs des politiques publiques en question. Mais s'agissant du plan France Très Haut Débit, c'est une grande satisfaction. Au-delà de la satisfaction de voir les objectifs atteints, la richesse de ces travaux nous permet également d'affiner la suite des dispositifs que nous devons mettre en œuvre. Et c'est bien là tout l'intérêt des évaluations de politique publique telles que celle qui a été menée. Et j'en remercie encore une fois les auteurs. Dans le champ parlementaire, cette fois-ci, peut-être l'une des évolutions les plus importantes de l'organisation institutionnelle parlementaire, ou peut-être tout court, des 5 dernières années. Comme vous le savez, puisque nous en sortons tout juste, le Parlement consacre 3 mois de l'année à l'examen du budget de la France et du budget de l'État et du budget de la sécurité sociale. 3 mois de débats âpres, rugueux, qui examinent les recettes en première partie, puis les dépenses en seconde partie, mission par mission de l'État. Autrement dit, on rentre vraiment dans les détails avec des centaines et des milliers d'amendements qui sont discutés par les parlementaires avec le gouvernement. Jusqu'en 2017, cet exercice de 3 mois avait lieu tous les ans. Mais s'agissant de l'exercice rétrospectif, c'est-à-dire l'examen de l'exécution du budget que le Parlement avait voté l'année précédente, seule une ou 2 journées y étaient consacrées. On consacrait parfois même quelques heures seulement à l'examen de la loi de règlement qui était présentée par le ministre des Comptes publics, qui se présentait devant le Parlement en indiquant aux parlementaires « nous avons dépensé plus que prévu, moins que prévu, qui est pour, qui est contre, la loi de règlement est adoptée ». C'était évidemment tout à fait insatisfaisant, puisque cela évacuait
presque entièrement le travail d'évaluation de l'exécution des budgets, avec évidemment une exception qui est le travail continu de la Cour des comptes avec ses notes d'exécution budgétaire qui chaque année, évidemment, mission par mission de l'État, rend des comptes à la représentation nationale du travail réalisé par chacun des ministères. Le grand changement institutionnel intervenu sur le fondement d'un consensus entre les groupes politiques de l'Assemblée nationale, c'est l'ouverture au printemps, à la fin du printemps, d'une nouvelle séquence à l'agenda de l'Assemblée nationale intitulée le Printemps de l'évaluation, qui cette fois-ci prend le travail d'évaluation très au sérieux, puisque les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, c'est-à-dire les députés de la Commission des finances chargés du suivi d'une mission de l'État, sont appelés à rédiger un rapport sur l'exécution du budget de la mission dont ils ont la responsabilité pour l'année précédente, et sur le fondement de ce rapport, d'interroger le ministre qui vient devant la Commission des finances rendre des comptes sur l'exécution de son budget, mais aussi sur les politiques publiques dont il a la responsabilité. Autrement dit, on est passé d'un système où le ministre des Comptes publics venait expédier en quelques heures l'examen de la loi de règlement, à un système dans lequel chaque ministre vient répondre devant le feu des questions des parlementaires sur l'exécution du budget dont il a la responsabilité et les politiques publiques qui les conduit à mener. Et je peux vous dire que ça change effectivement les habitudes et qu'on a vu un certain nombre d'ajustements qui n'avaient jamais lieu pendant l'automne budgétaire se produire grâce à l'aiguillon évaluateur du printemps de l'évaluation. Je finirai mon cheminement par l'évaluation itinéraire et j'emprunte c'est-à-dire chemin faisant, j'emprunte cette terminologie au rapport du Conseil d'État sur l'évaluation des politiques publiques. Car il existe je dirais un délai et parfois malheureusement un fossé entre le moment où la décision politique est prise et le moment où elle est concrètement mise en œuvre. Là aussi, je voudrais souligner l'un des apports du quinquennat qui vient de s'achever sur ce sujet qui améliore considérablement les choses avec la création d'un outil qui s'intitule le baromètre de l'action publique et qui permet de suivre le déploiement des politiques prioritaires du gouvernement au fil du temps et à la maille départementale. Autrement dit, lorsque l'on prend la décision de dédoubler les classes dans les réseaux d'éducation prioritaire, le baromètre de l'action publique va intégrer le nombre ou la proportion d'élèves ou le nombre moyen d'élèves par classe dans chaque département et va en faire le suivi trimestre par trimestre. Pourquoi est-ce que c'est une très bonne nouvelle? Parce que ça permet de constater si oui ou non la politique publique et la décision politique est suivie des faits, mais aussi de s'écarter de ce travers dans lequel on est pris quand on regarde les politiques publiques depuis Paris, qui est de considérer leur mise en œuvre en moyenne, en allant regarder l'hétérogénéité dans l'application de ces politiques publiques. Et de se rapprocher ainsi du ressenti de nos concitoyens qui, parfois, ne comprennent pas pourquoi on peut leur dire que la moyenne a l'air d'être tout à fait satisfaisante, alors que dans leur département, dans leur commune et leur territoire, ils ne ressentent pas du tout les effets de la politique en question. Un bel outil donc que ce baromètre des politiques publiques qui est lui aussi accessible à tous nos concitoyens. Dans le champ parlementaire, jusqu'à présent, l'évaluation itinérée s'est bornée à la vérification de la prise des textes réglementaires par le gouvernement. La ligne de séparation des pouvoirs interdisant jusqu'à présent au Parlement de mettre son nez dans l'application concrète des lois. Je ne trouve pas inutile pour ma part, comme ça a pu être fait par le passé, lorsque un ancien ministre de l'économie et des finances qui venait de faire adopter une loi à son nom, c'était au milieu des années 2010, a lancé de sa propre initiative une commission ad hoc à l'Assemblée nationale pour faire le suivi de cette loi. Vous avez compris que c'était la commission de suivi de la mise en œuvre de la loi Macron. Et je trouve que c'était une manière très utile et très pertinente
de mobiliser le Parlement, puisque les parlementaires, les députés, les sénateurs sont au contact de celles et ceux qui sont soit les bénéficiaires, soit les acteurs des politiques publiques, et qu'ils peuvent donc peut-être mieux que quiconque faire remonter les problèmes de mise en œuvre de ces politiques. Je finirai en disant qu'effectivement, si c'est un peu pratique de segmenter comme ça l'évaluation ex ante, ex post et ex itinéré, que ce qui est important d'abord, c'est le bouclage entre ces trois volets de l'évaluation des politiques publiques. Et que si nous faisons des évaluations ex post, en réalité, ce n'est pas uniquement pour se congratuler de la pertinence des politiques publiques que nous avons décidées ou que nous avons prises. Si nous le faisons, c'est parce que nous voulons, pour l'avenir, prendre des décisions toujours un peu plus ajustées aux besoins de nos concitoyens. Et donc, en réalité, tout ne commence pas par l'évaluation ex ante, mais c'est une boucle vertueuse qui va de l'évaluation ex post à l'évaluation ex ante. Et cette boucle, et c'est ma deuxième remarque en conclusion, il convient qu'elle soit la plus rapide possible et la plus itérative possible. Parce que parmi les éléments qui sont les plus symptomatiques de la crise démocratique dans laquelle notre pays, comme d'autres grandes démocraties occidentales, s'est installé, c'est les réflexions qu'on a pu entendre notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, et j'ai régulièrement cité dans des rencontres comme celle que nous avons aujourd'hui, l'une des réflexions qui a allumé la mèche du mouvement des Gilets jaunes, qui était celle de Jacqueline Moureau, qui disait « Que faites-vous du pognon ?» La reddition des comptes est absolument indispensable, essentielle à la vitalité démocratique. Et je crois que nos concitoyens attendent non seulement que le Parlement, et comme le gouvernement, fassent ce travail d'évaluation des politiques et rendent des comptes, mais qu'ils ne le fassent non seulement lors des grandes échéances électorales, mais qu'ils le fassent en continu. Et si nous parvenons ainsi à créer cette boucle vertueuse, cette démocratie interactive, si l'on peut dire, de l'évaluation des politiques publiques, et si nous parvenons à l'accélérer et à la systématiser, alors je pense que nous aurons fait œuvre utile et que nous aurons participé au renforcement de ce bien si précieux qu'est la démocratie. Voilà donc pourquoi je me félicite par avance des travaux que vous allez mener cet après-midi, et que je vous remercie, cher Gilles, pour votre invitation. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Alors, j'ai deux petites questions subsidiaires. On va prendre un exemple avec le THD, donc le plan très haut débit. En quoi, pour un plan de cette ampleur qui a été décidé, on le sait maintenant, il y a une décennie, il y a une bonne dizaine d'années, en quoi la remise d'un tel rapport est utile à la force publique? C'est vraiment un outil à la décision, finalement? Pour deux raisons principales, je dirais. La première des raisons, c'est que les éléments que souligne ce rapport, c'est que l'articulation entre l'État, les collectivités et les opérateurs a été bien trouvée. Et que c'est ce qui explique à la fois la tenue des délais et la tenue des budgets. Et cela, c'est très intéressant pour quiconque envisage de mettre en œuvre une politique d'aménagement du territoire ou de déploiement d'infrastructures. Vous savez que quand on réfléchit aux politiques de déploiement des infrastructures, la question qui se pose, c'est toujours faut-il faire jouer la concurrence? Quel est le reste à charge de la puissance publique? Comment associer les collectivités, etc. Le travail fouillé qui a été réalisé par France Stratégie permettra à celui qui est chargé de déployer des infrastructures télécom, par exemple, mais d'autres également, de s'inspirer des succès mesurés, quantifiés, qualifiés par le rapport du plan France Très Haut Débit, pour trouver la bonne gouvernance, par exemple, pour un tel plan. Et puis plus spécifiquement, pour le très haut débit lui-même, si nous sommes, 10 ans après, assez satisfaits du résultat, nous avons toutes et tous autour de nous des amis, des proches,
qui se plaignent de s'être vu couper l'accès à la fibre, qui a été arraché, ou de n'être pas encore tout à fait couvert, etc. Le plan n'est pas terminé. Il faut le parachever. Et comme en toute chose, le dernier maillon, le dernier kilomètre est le plus difficile à réaliser. Et c'est en comprenant, d'ailleurs c'était l'essentiel des questions que j'ai posées aux auteurs du rapport porté sur cela, c'est en comprenant bien ce qui a fonctionné dans les 10 premières années que nous allons pouvoir calibrer au mieux les années qui viennent, c'est-à-dire la toute fin du déploiement du très haut débit, c'est-à-dire le droit au très haut débit pour tous, sur lequel nous sommes en train de travailler et que nous serons en capacité d'annoncer dans quelques mois, grâce notamment aux apports de ce rapport. Donc de l'importance effectivement de ces travaux en amont. Alors, on l'a bien compris d'ailleurs à travers votre intervention, Monsieur le Ministre, les échelons sont multiples. Hein. Il y a les autorités indépendantes qui contrôlent, le Parlement, il y a le gouvernement. Comment s'y retrouve-t-on dans ce maquis? Pardon, le terme n'est peut-être pas très joli, mais dans chacune des travaux, enfin chacune de ces structures qui ont finalement, dans le cas précis du numérique et du très haut débit, chacun leurs intérêts à défendre. Donc il y a une synthèse à faire. Est-ce que finalement, trop de contrôle ne nuit pas au contrôle? Je ne crois pas qu'il y ait trop de contrôle. Je ne crois pas qu'il y ait trop d'évaluation encore dans notre pays. Je crois que tout acteur public se doit d'intégrer à la fois dans ses réflexions, bien sûr, mais aussi dans la conception même de son action, la question de l'évaluation. Se pose ensuite la question de savoir qui réalise cette évaluation. Mais c'est une question qui me paraît secondaire. Je m'explique. Le gouvernement, quand il décide d'évaluer sa politique fiscale, donc transformation de l'ISF en IFI, flat tax, enfin, ce genre de choses, c'est quand même une question très sensible. Ce n'est pas à la direction du Trésor qu'il demande l'évaluation. Il demande à France Stratégie d'assurer le secrétariat général d'une mission d'évaluation qui va faire appel à des chercheurs parfaitement indépendants pour réaliser ces travaux. Et donc, pour résumer, pour ne pas être trop long dans ma réponse à votre question, ce qui compte, c'est de garder toujours à l'esprit la manière dont on va évaluer ce que l'on fait, parce qu'on le doit à nos concitoyens et que c'est la garantie de la vitalité démocratique. Ensuite, la mise en œuvre des conditions d'impartialité des travaux, elle s'organise sans trop de difficultés, comme cela a été démontré à plusieurs reprises dans le quinquennat précédent. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On peut encore vous applaudir pour tout ce travail accompli au service de nos concitoyennes et concitoyens.